Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette masterclass de Inbound Marketing France 2021 qui s'intitule Cookies et Trackers, les exigences de la CNIL. Pour discuter de ce sujet éminemment d'actualité, j'ai le plaisir d'accueillir Cyril Fabre, avocat associé chez IDES. Cyril, bonjour. Bonjour Laura, ravi d'être avec vous pour cette troisième édition pour ce qui me concerne, sur un sujet d'actualité. Et nous sommes ravis de vous accueillir à nouveau également. Donc, vous êtes avocat associé du département économie numérique et données au sein du cabinet IDES, dont la baseline est bien plus que du droit. Il doit y avoir un pitch alors pour ce cabinet. Il y a un pitch. Alors déjà, il y a une approche, au lieu d'être par matière, comme bien souvent dans les cabinets d'avocats, on fonctionne en droit des affaires, en fiscalité, etc. On a une approche plus globale et plus économique d'adresser le marché du digital, entre autres choses, et ensuite de faire appel à toutes les compétences techniques au sein du cabinet. D'accord, donc en fait, vous avez une approche pour décomplexifier les problèmes juridiques de vos clients, j'ai l'impression. Alors c'est ce qu'on essaye depuis toujours. On est un très vieux cabinet avec une approche très entrepreneuriale. On a beaucoup de clients qui ne sont pas des juristes. On a les directions juridiques comme clients, mais aussi beaucoup d'entrepreneurs qu'on accompagne qui veulent pas s'embarrasser des détails et parfois des subtilités du droit et qui veulent des solutions. On essaye de simplifier au maximum et d'essayer d'être le plus business friendly vis-à-vis de nos clients, tout en prenant en compte la contrainte légale. On est là pour qualifier un risque, pour essayer éventuellement de le contourner ou de le limiter, mais on n'est pas là pour décider. C'est le propre de l'avocat. D'accord. Alors, les participants qui nous écoutent aujourd'hui espèrent sans doute comprendre le sujet des attentes de la CNIL, parce que moi, je dois vous avouer, moi, je ne suis pas juriste et je ne suis jamais sûre de bien interpréter les textes. Alors déjà, est-ce que vous pourriez nous résumer les exigences de la CNIL ? Absolument. Alors, la première session que j'avais fait à l'Inbound Marketing France, c'était pour la présentation du RGPD. Il y avait une grosse attente sur le sujet et j'avais déjà à l'époque dit attention, il y a un certain nombre de choses qui vont arriver, notamment ce qu'on appelle une directive e-privacy qui va encore renforcer les contraintes en matière de données personnelles. C'est arrivé. La CNIL a remis à jour ses recommandations en matière de cookies en laissant un délai de prévenance aux acteurs pour l'exécution et il y avait jusqu'à la date d'avril dernier pour se mettre en conformité avec les recommandations qui sont assez précises de la CNIL en la matière. La CNIL ayant indiqué au passage que ça faisait partie des sujets de priorité en termes de contrôle, et elle les a mis en œuvre il n'y a pas si longtemps, puisqu'il y a quelques semaines, la CNIL a envoyé une mise en œuvre à une vingtaine de sites internet en leur disant vous n'êtes pas en conformité, vous avez un délai de régularisation, à défaut de quoi vous pourrez avoir des sanctions financières. Donc on est au cœur de l'actualité, au cœur des contraintes en la matière. Je suis obligé de revenir quelque peu rapidement sur quelques concepts légaux, parce que c'est des questions assez récurrentes que l'on a des opérationnels sur le sujet, et il faut qu'on ait finalement le glossaire, le même langage et les mêmes éléments de compréhension. Qui dit contrainte cookie et données personnelles dit données personnelles et qu'est-ce que cela recouvre. L'argument récurrent que l'on a, c'est ben non, c'est pas le nom, le prénom, c'est pas l'identification de la personne. Ça touche à la notion de définition de données personnelles. En réalité, c'est ce qui permet de désigner quelqu'un de manière directe, Laura Bocobza, mais également tous les identifiants qui y sont attachés. Quand vous êtes un internaute, vous avez des kyriels d'identifiants, vous avez une adresse IP, pour sûr. Vous avez une adresse MAC de votre device que vous utilisez. Vous avez éventuellement une empreinte numérique, les systèmes de fingerprint qui sont faits sur un utilisateur. Tous ces éléments-là sont autant de données personnelles. Et le RGPD s'applique dès lors que l'on traite, c'est la terminologie légale, c'est-à-dire qu'on a accès, même si on les enregistre pas, le simple fait d'être en contact, d'utiliser ces données, fait que le RGPD s'applique. Donc, vous avez beau le prendre dans tous les sens, la CNIL va être systématiquement compétente
dès lors que vous avez un traceur digital, quelle que soit la technique utilisée. Donc ça, c'est un point vraiment important à noter, parce que ça permet de mieux comprendre les attentes de la réglementation et ses contraintes. Donc, premier sujet. Le deuxième sujet, la nouveauté de la directive e-privacy et les contraintes du genre, c'est que auparavant on était dans un système où on affichait un bandeau cookie. À partir du moment où l'internaute naviguait sur la page, naviguait sur la page, eh bien on considérait qu'il y avait un consentement de l'utilisateur au dépôt des cookies et traceurs. Alors que désormais, il faut que ce soit un acte positif de consentement. Et ça, effectivement, ça pose un certain nombre de contraintes, avec en particulier une déclinaison qu'on va faire ensemble assez rapidement. Le consentement doit s'appliquer pour tout ce qui va être considéré comme plus intrusif au regard de la vie privée, tout ce qui n'est pas strictement nécessaire à la navigation. Donc on a deux catégories de traceurs. On a une première catégorie qui sont ce que je vais qualifier des traceurs techniques, c'est-à-dire j'ai besoin basiquement d'un cookie ou d'un élément de traçabilité de la navigation de l'internaute, si par exemple il y a un problème de connexion Internet ou s'il y a une défaillance du site Internet, donc pour suivre le parcours page à page. Ça, c'est des éléments purement techniques dont tous les sites Internet ont besoin. On peut ensuite augmenter, je dirais, d'un point de vue fonctionnel, les possibilités. On peut avoir la conservation du panier d'achat, c'est dans le même schéma. On peut avoir le préenregistrement des préférences de navigation, la langue, éventuellement d'être prélogué. Tous ces éléments-là, on va considérer que ce sont des éléments de navigation, qui sont des éléments techniques, qui sont le socle minimum pour lesquels nous n'avons pas besoin de consentement express de l'utilisateur, comme à l'instar des autres cookies qui, eux, ne sont pas nécessaires. Il y a une autre condition cumulée. Oui, Laura, bien sûr. Je vous arrête juste une seconde, Cyril, pour être sûr que tout le monde comprend bien. Donc, quand on nous dit il faut accepter les cookies, sinon vous allez être délogué, vous allez perdre des avantages, etc. En fait, c'est faux. Les cookies techniques couvrent bien le panier et le pré-login, ou en tout cas l'enregistrement du login quand je reviens sur la page. Exactement. Alors, il faut qu'il y ait un phénomène d'acceptation, mais on peut très bien, dans ces cas-là, ne pas permettre l'accès au site Internet, puisqu'on est vraiment dans le minimum, le socle minimum. Mais en revanche, c'est là où la nuance est importante, c'est que si vous couplez ces éléments d'identification à d'autres données, par exemple, vous faites du profiling, par exemple, vous mettez des cookies publicitaires et vous associez ça au profil et aux éléments de navigation que vous avez collectés. Exemple assez classique, vous considérez que l'internaute vient très régulièrement sur tel type d'offre, et donc vous avez cette information par les cookies de navigation, et du coup vous allez adjoindre un cookie de publicité pour lui donner de la publicité contextuelle ciblée. À partir du moment où vous franchissez ce seuil, ce ne sont plus des cookies techniques en tant que tels. Dans ces cas-là, il faut une acceptation. La subtilité dans cette matière, c'est qu'en fait, il faut raisonner ce qu'on appelle dans mon jargon en traitement, et non pas en cookie. C'est-à-dire vous pouvez avoir un cookie qui permet plusieurs traitements, et à chaque traitement, il faut appliquer sa règle de droit. Voilà. Donc, et la difficulté, le retour que l'on a, c'est que oui, le consentement de l'utilisateur, il est pas toujours évident à obtenir. Donc l'élément, c'est, comme je l'ai dit, c'est un acte positif. Donc la simple référence à des conditions générales d'utilisation, ce n'est plus possible. Il faut vraiment qu'il y ait un bouton d'acceptation. Et puis, on doit rentrer dans le détail, c'est-à-dire que l'internaute, il doit pouvoir choisir. Il doit pouvoir dire, oui, moi je veux bien tel cookie publicitaire de telle société, mais pas tel autre. Donc il faut qu'il y ait une capacité de paramétrage qui soit assez fine. Voilà les éléments de nouveauté. Ça pose potentiellement une certaine difficulté lorsqu'on truffe son site web ou son application mobile d'un certain nombre de cookies tiers, notamment de cookies publicitaires, parce qu'il y a, oui, un peu de travail pour pouvoir le mettre en œuvre d'un point de vue propre sur le plan légal. Et donc, ça, ce sont les exigences de mise en conformité. Si on ne s'y conforme pas, qu'est-ce qu'on risque ? Alors, qu'est-ce qu'on risque ? Il faut savoir qu'un des éléments nouveaux du RGPD, ce qui n'existait pas auparavant, c'est que la CNIL a une capacité de contrôle à distance désormais. Autrement dit, la CNIL peut naviguer sur Internet, dresser des procès-verbaux de constat et sur ces bases engager une procédure. Autrefois, la CNIL devait se déplacer
soit vous avez un contrôle à distance, donc par une signification par courrier, soit devez se déplacer, vous aviez à la sonnerie du matin, bonjour, c'est la Commission nationale informatique et liberté. Donc ça, ce temps-là, cette capacité de la CNIL l'a toujours, mais sur le digital, elle peut adresser à distance. Donc globalement, qu'est-ce qu'elle fait? D'ailleurs, on le voit dans les 20 mises en demeure, on ne connaît pas l'identité, mais elle prend des éditeurs de premier plan et elle leur notifie sur la base des simples constatations. La réalité du terrain, c'est que quand on est en manquement aux obligations informatiques et liberté, il est rare que ça se limite strictement aux cookies. On a un risque majeur que plus globalement dans le traitement des données, il y ait d'autres manquements. Donc la CNIL va en profiter au passage pour screener l'intégralité du site web et puis relever un certain nombre de manquements. Si on est une grosse société qui a déjà été contrôlée, on a un risque très fort d'amende. Les sanctions financières du RGPD sont très lourdes. Si on est une plus petite société qui a jamais été contrôlée, qu'est-ce qu'on risque en réel? On risque un rappel à la loi, c'est-à-dire que la CNIL va donner injonction de se mettre en conformité dans des délais assez courts. Et ensuite, il faut justifier de cette mise en conformité, qui peut d'ailleurs être parfois décalée parce que ça demande des développements informatiques qui peuvent être importants. Donc il y a ce qu'on appelle la procédure d'engagement, c'est-à-dire qu'on dit je ne suis pas en conformité maintenant, mais je prends l'engagement d'ici X semaines de me mettre en conformité. Alors, l'inconvénient du système, et ça c'est le message qu'on peut passer, c'est que comme la CNIL peut le faire assez facilement, les contrôles de cookies c'est très simple. Il y a des logiciels qui existent. Il y en a un d'ailleurs sur le site de la CNIL pour les internautes, pour relever les cookies qui sont déposés. Donc elle peut le faire de manière assez simple, de manière assez industrialisée. Et ce sont des éléments de visibilité qui sont assez facilement accessibles. Donc le message, c'est rendez l'emballage à minima, même si vous n'êtes pas en totalement en conformité, ce qui est le cas d'un certain nombre d'acteurs, mais au moins sur ces aspects, soyez absolument dans la conformité pour éviter un contrôle et un précédent, parce que sachez que même si vous avez qu'une injonction, si vous êtes recontrôlé sur la même thématique ou sur une thématique connexe, là, vous risquez des sanctions financières. Et elles sont pas neutres. Alors, l'exemple qu'on peut donner, il est très récent. Google et Amazon, alors ce sont des énormes opérateurs, mais ça vous donne une métrique. Se sont pris un contrôle sur les années antérieures et les sanctions en décembre 2020. On est à 100 millions d'euros d'amende pour Google et on est à 35 millions d'amende pour Amazon. En considération de la portée de l'atteinte. Donc dans la portée, c'est est-ce que c'est plus ou moins intrusif à la vie privée, le nombre de personnes concernées et la taille de la société, son chiffre d'affaires. Bien sûr. Voilà ce que l'on risque. Donc on risque quand même beaucoup. Alors, vous l'avez cité récemment, les entreprises ont dû se mettre en conformité sur cette présentation de la bannière cookie. Et moi, ce que j'entends beaucoup avec beaucoup d'entreprises que je fréquente dans le digital, c'est il y a trop de friction, c'est anti-business, etc. Vous êtes d'accord avec cette perception des entreprises? Alors, je peux comprendre la perception. Effectivement, dans l'ancien temps, on faisait à peu près ce qu'on voulait et on envoyait des centaines de cookies avec un traçage extrêmement intrusif. Donc on faisait à peu près ce qu'on voulait. À une version aujourd'hui où il faut obtenir un consentement express, le décalage il est très grand. Je pense qu'il est surtout beaucoup lié à une méconnaissance en fait de la réglementation et le fait que jusqu'à présent les sanctions étaient relativement limitées. Et que finalement, le RGPD, à beaucoup d'égards, il a pas créé d'énormes précédents. Alors oui, sur les sanctions, c'est ce qui fait que les entreprises s'y intéressent. Oui, sur un certain nombre de points d'appui, comme le consentement, ce qui n'était pas le cas auparavant. Et pour le reste, c'est la loi de 1978, donc t'as plus de 40 ans, qui s'applique. Et je vais vous livrer une anecdote d'un de mes très vieux clients, qui est une société mi-digitale, mi-dans de brick and mortar. Où sur une mise en conformité RGPD, le dirigeant me disait « Mais Cyril, c'est infernal cette réglementation ». Je lui dis « Mais là, je ne vous fais que la loi de 78. Je ne suis pas encore arrivé aux contraintes du RGPD. » Voilà. Donc anti-business, oui, d'un point de vue d'une personne qui n'a jamais appliqué réellement la réglementation, c'est comme si vous disiez à quelqu'un il faut payer la TVA. Oh, mais c'est horrible, la TVA à 20 points, vous vous rendez compte? C'est cher. C'est beaucoup d'argent. Oui, mais c'est la loi. Donc il faut jouer avec. Voilà ce que je peux en dire. Et du coup, si vous dites il faut jouer avec, ça veut dire qu'il y a potentiellement des stratégies à mettre en place pour que les internautes acceptent les cookies, parce qu'on est bien d'accord qu'il faut leur demander, il faut ce consentement opt-in, comme on dit, il faut vraiment que les internautes
choisissent d'accepter les cookies, mais il y a peut-être des façons vous, avec vos clients, vous avez peut-être testé des façons de le présenter qui font que on obtient ce consentement plus simplement? Alors, il y a plusieurs stratégies qui peuvent être mises en place. D'abord, je le porte au débat, c'est pas quelque chose qui est encore reconnu, mais on a une zone grise sur le plan de la réglementation sur ce qu'on appelle les cookie walls, c'est-à-dire je ne peux pas accéder au site internet si je n'accepte pas les cookies publicitaires. Pour l'instant, on est en pleine zone grise. Ça touche beaucoup les médias online, hein, qui ont besoin de la publicité pour se rémunérer. Donc ça peut être une première approche de stratégie pour, tant que la jurisprudence n'a pas été fixée, hein, parce que la CNIL est assez prudente sur le sujet. À mon avis, ça a duré quelques temps. On délivre du contenu à titre gracieux et qu'on a besoin de la publicité, ça peut être une façon de procéder. Si vous prenez Allociné, par exemple, on vous dit, moi, je fournis de l'information gratuite à valeur ajoutée. Si vous acceptez pas les cookies publicitaires, je peux pas vivre. Donc, on vous propose de payer par défaut 2 € pour avoir accès sans les cookies. Ça peut être une première stratégie. Elle est un peu extrême. Elle est, à mon avis, temporaire. Elle va s'affiner, mais c'est un premier élément. Le deuxième élément sur lequel on peut jouer, c'est que on ne doit normalement pas demander le consentement express à chaque navigation. Hein, il doit y avoir, parmi les cookies techniques dont j'ai parlé, un des premiers qu'on peut conserver, c'est les préférences de navigation, dont les cookies. Pas avoir systématiquement à remettre la bannière cookie. La CNIL n'a pas fixé de délai de réitération d'une demande de consentement. Hein. Donc, elle va considérer évidemment que je me connecte aujourd'hui, puis demain on me redemande pas mon consentement. J'ai pas besoin à partir du moment où j'ai donné mes préférences. Et la CNIL dit écoutez, le délai raisonnable c'est 6 mois. Mais en réalité, c'est une des nouveautés du RGPD, c'est que à partir du moment où on a ce qu'on appelle un motif légitime, qu'il est documenté, eh bien, on peut demander des consentements sur des durées plus courtes. Ça va dépendre de son site web, des besoins. Voilà. Donc là, il y a un vrai travail à faire là-dessus, sur la stratégie de quand est-ce que je redemande le consentement. Ensuite, la deuxième chose sur laquelle on peut jouer, c'est comment on obtient le consentement de l'utilisateur, c'est-à-dire la représentation du bandeau cookie. On voit qu'il y a des standards de marché qui sont en train de se dégager, où de plus en plus, on a un principe de tout accepter, tout refuser, sauf les cookies techniques, et un principe de paramétrage. Le meilleur conseil qu'on peut donner à un éditeur un site web, une application mobile, c'est de souscrire les services d'une CMP, une Consent Management Platform, qui permet de gérer justement le consentement. Et à partir de là, ça permet de jouer. Et parmi les éléments sur lesquels on peut jouer également, c'est la façon de présenter en fait l'acceptation au consommateur, c'est-à-dire qu'on doit lui donner plusieurs éléments d'information, ce qu'on appelle classiquement une politique de confidentialité. Mais une politique de confidentialité, ça peut être quelque chose d'un peu glamour. Si vous prenez, alors c'est le contre-exemple de la sanction qui a été prononcée, mais si vous prenez la politique de confidentialité de Google par exemple, elle est assez bien faite parce qu'en fait elle est didactique. On vous explique d'abord les typologies de traitement, ce à quoi vous acceptez, notamment sur la publicité personnalisée, et ensuite en cascade, vous pouvez avoir de plus en plus de précision en fonction du niveau d'information que vous souhaitez. Ça, c'est des éléments, de pratique de l'industrie, 2, d'attente légitime des internautes, et qui permettent de rassurer finalement l'internaute sur qu'est-ce qu'on va faire de sa donnée. Donc il y a un travail marketingo-légal à faire. Et puis l'autre aspect, c'est que moi j'y suis plus sensible parce que de par ma formation et ma pratique professionnelle, mais globalement beaucoup d'internautes acceptent tous les cookies sans regarder parce que ce qu'ils veulent c'est l'accès au contenu rapide. Donc il y a aussi des éléments de statistiques à regarder. Mais il y a potentiellement aussi beaucoup d'internautes qui refusent. Moi, j'entends beaucoup de chefs d'entreprise qui se plaignent de leurs stats, alors même de traffic managers qui se plaignent de leurs stats par rapport à ça. Donc, si on se rend compte, parce qu'on traque évidemment le pourcentage de refus, que le pourcentage de refus est trop complexe, trop important en tout cas, pour que le business de l'entreprise reste pérenne, on peut faire quoi ? Alors, on peut se réfugier aussi sur tous les cookies de navigation dont j'ai parlé. C'est-à-dire que on n'est pas forcément obligé d'avoir une traçabilité absolument complète de tous les internautes. Ça dépend de son activité. Quand on fait du commerce électronique, par exemple,
Euh, Bien sûr que c'est intéressant d'avoir le profilage de Laura qui commande régulièrement tel type de produit et donc de pouvoir lui faire des incentives, des promotions, etc. Oui, évidemment que ça dynamise les ventes. Mais est-ce que pour autant, ça réduit la capacité de Laura à acheter des produits sur le site Internet? La réponse, elle est négative. Donc c'est aussi peut-être de travailler davantage les éléments statistiques de base qui ont tendance à être, on est fainéant par essence. C'est-à-dire que C'est exactement ce que j'allais dire quand vous précisez ça. En fait, oui, en fait, il reste de la donnée à exploiter. C'est bien juste que sûr, comme on avait de la donnée très précise, voilà, on avait pris l'habitude de cette donnée très précise et de toute l'automatisation qu'il y avait derrière, alors qu'en fait, il nous reste encore, avec le cookie ou les cookies de énormément de navigation dont choses. vous parlez, beaucoup de data à exploiter. Oui, oui. Et puis ensuite, on peut être malin, on peut imaginer des systèmes incitatifs à l'acceptation en justifiant auprès de l'internaute. On peut même imaginer, j'ai des clients qui travaillent là-dessus, sur des avantages économiques. C'est-à-dire qu'on dit, bah, si vous acceptez nos cookies de traçage, je vais vous donner vous cliquez là-dessus, vous avez un code promo de X%. Voilà, il faut, alors, c'est sûr, c'est plus compliqué aujourd'hui. Mais il faut jouer avec. Parce que de toute façon, on peut se faire contrôler assez facilement. Les sanctions peuvent être potentiellement importantes. Et puis, dans la vie d'une entreprise digitale, c'est une partie de son fonds de commerce. Donc, elle a intérêt à le valoriser sur le plan juridique et donc économique, et en ayant des bonnes pratiques. Donc, c'est là qu'on peut D'accord. intervenir sur la stratégie. Mais là où nos clients ont peut-être plus de mal qu'auparavant, c'est qu'en fait, ils se rendent compte que l'infiniment petit dans lequel ils baignaient tous les jours et auquel nous, juristes, avions relativement peu accès, c'est-à-dire qu'on traçait à gros traits la conformité. Aujourd'hui, on est obligé de faire de la nanotechnologie sur ces aspects. Oui, on est passé à Hein, la dentelle, en fait. D'accord. exactement. Alors, il nous reste plus beaucoup de temps avant la fin de cette masterclass, mais comme c'est une masterclass, une des questions que je tiens absolument à vous poser, c'est voilà, un de nos participants vient de regarder cette masterclass, il retourne à son activité juste après, il passe évidemment sur votre stand virtuel, mais juste après, il se dit, il faut que je commence. Il fait quoi, les 3 trucs qu'il faut qu'il fasse immédiatement? Alors, le truc immédiat, c'est que il regarde déjà les cookies qu'il a chez lui. Je vois l'expérience retour utilisateur quand on demande à nos clients, on a des documents de collecte qu'on leur demande de remplir. La plupart du temps, c'est incomplet. C'est-à-dire qu'en fait, ils ont oublié qu'ils ont mis 257 cookies en place et ils savent plus trop à quoi ça sert. Donc déjà, il y a un gros boulot de recensement. Ensuite, c'est D'accord. de faire la distinction que j'ai faite tout à l'heure en y rajoutant une brique. C'est-à-dire qu'on a les cookies techniques, Oui. il faut les classer. Ensuite, Oui. les cookies dits publicitaires qui sont les siens, même y compris utilisés via un éditeur de tiers, et les cookies de tiers. D'accord. Ok. Ça, c'est le premier sujet. Ensuite, ce qu'on regarde, c'est ce dont j'ai parlé tout à l'heure, c'est les traitements. C'est-à-dire à chaque cookie, qu'est-ce que ça fait très concrètement. Un des gros sujets récurrents sur toutes les activités, c'est ce qu'on appelle les durées de conservation. C'est-à-dire qu'on ne peut pas garder éternellement les données qui sont collectées. Déjà, si on fait ce travail de traçabilité, on a fait quasiment 50% du travail. Ensuite, D'accord. le deuxième sujet, on vérifie donc ces durées de conservation, ces finalités, de savoir est-ce que c'est bien dans les bonnes catégories, cookies techniques, cookies pour lesquels il faut un consentement. Et après, on Oui. vérifie 2 choses. On vérifie qu'on a une politique de confidentialité qui indique pour chacun de ces traitements les finalités, ce qu'on appelle les destinataires, c'est à qui on envoie les données, etc. Est-ce que c'est bien retranscrit pour l'internaute? C'est important. D'accord. Et, et pour les cookies de tiers, notamment toutes les régies publicitaires, on vérifie bien que dans les bandeaux cookies, il y a un renvoi vers la politique de confidentialité de chacun de ces éditeurs. Alors c'est admis par la CNIL, ça peut être un deuxième ou troisième niveau d'accès, c'est-à-dire D'accord. premier niveau accepter refuser, deuxième niveau on clique paramétrer, deuxième niveau on voit par exemple liste des partenaires, on a la liste complète et c'est à cet endroit-là qu'on met la politique de confidentialité correspondante. D'accord. Voilà ce qu'on a à faire. Mais premier Et donc, sujet, recensement. sur ce recensement, justement, je voudrais juste y revenir 2 secondes. Ça veut dire, puis si parfois on a oublié qu'on posait des cookies, peut-être qu'à l'issue de ce recensement, avant d'adopter le système de consent management, etc., dont vous avez parlé, et de rédiger la politique de confidentialité, peut-être qu'on peut en éliminer certains, non? Ah oui, vous avez raison. On peut aussi en éliminer certains, bien évidemment. Il y a un principe de proportionnalité dans la collecte qui est inscrit dans le RGPD. Après, ça ne dit pas
Enfin, je veux dire, tout éditeur de site web a le droit d'avoir 257 cookies, pour Oui, reprendre oui, mon... bien sûr, mais vous parlez bien à juste titre du traitement de ces cookies. C'est-à-dire, si on se rend compte qu'en fait on a remplacé par exemple un cookie par un autre, mais qu'on n'avait jamais désactivé le cookie qui n'est Absolument. plus Oui. utilisé, c'est aussi le moment de faire un petit De peu faire le nettoyage. ce Tout à nettoyage-là. fait. D'accord. Alors, Tout qu'est-ce que à je fait. ne dois absolument pas faire? Ne rien faire. C'est-à-dire D'accord. regardez, on voit encore beaucoup de sites de commerce électronique où vous avez un bandeau cookie à l'ancienne, c'est-à-dire attention, il y a Ouais, des cookies, pour en savoir plus, cliquez ici, et il se passe rien. ouais. Ou un truc encore plus à l'ancienne, c'est qu'on laisse à l'utilisateur le soin de paramétrer ses cookies dans son navigateur. Ça, c'est absolument proscrit. Donc, ne rien faire, c'est dangereux pour les raisons que j'ai exposées. Mhm. Et donc, il y a un point d'attention à faire, même si, j'en conviens, c'est chronophage. Mais une fois que c'est mis en place, une fois que c'est un process, ça fonctionne. Mhm. Voilà. Bah, merci beaucoup Cyril. Avant qu'on close cette masterclass et que nos participants puissent vous retrouver sur le stand virtuel de IDES, j'ai envie de vous demander si vous avez un mot de la fin pour nous sur les cookies et la CNIL. Alors, le mot de la fin, ça sera transparence. Le RGPD, ça implique de la transparence. La collecte des cookies, ça implique de la transparence. C'est très important de le comprendre. Une fois qu'on a compris ça, c'est plus anti-business. Merci beaucoup Cyril et donc merci d'avoir été encore là pour cette troisième édition de Inbound Marketing France. On était ravis de vous accueillir à nouveau et comme ça fait maintenant plusieurs fois que vous êtes avec nous, j'ai envie de vous dire à l'année prochaine. Ouais, merci Laura, merci de votre accueil et avec grand plaisir l'année prochaine pour les inéluctables nouveautés en matière de données personnelles appliquées au digital. Absolument. Donc merci à tous d'avoir suivi cette masterclass d'Inbound Marketing France 2021 et je vous invite évidemment à aller sur le stand virtuel d'IDES pour poser toutes vos questions sur les données personnelles, le traitement des cookies, la privacy et toutes ces nouveautés qui nécessitent quand même un regard expert. Merci et à bientôt.